Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Le chef du gouvernement était devant le CNT, Conseil national de transition, hier jeudi 21 avril. Les débats ont duré plus de 5 heures de temps. Les discussions ont porté entre autres sur le renforcement de la sécurité, les réformes politiques, l'organisation des élections générales, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Est-ce que les débats ont été à hauteur de souhait? Les réponses fournies sont-elles satisfaisantes? À quoi faut-il s'attendre pour la suite? Pour en parler, nous avons 3 invités avec nous. Amadou Aya, membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali CPM, également un soutien du Premier ministre de la Transition. Fodjet Tandjougora, sociologue et écrivain. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Amadou Aya, la première question sera adressée à vous. Quelle lecture faites-vous de cette interpellation du chef du gouvernement hier devant le CNT? Merci beaucoup de me donner l'occasion de nous adresser à vos auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde pour en tout cas parler d'une question d'intérêt national. Et pour rectifier un peu, pour être plus complet, je suis membre du comité d'experts du cadre des partis, regroupement des partis politiques, mais je suis aussi le secrétaire exécutif de Djigiakoura, membre de ce cadre, et premier secrétaire général adjoint à CODEM, la Convergence pour le développement du Mali. Alors, pour nous, c'était un exercice démocratique que d'interpeller, en tout cas, le chef du gouvernement sur des questions d'intérêt national ou d'actualité. Donc, je mets l'interpellation ou l'audition du Premier ministre dans ce contexte d'un exercice démocratique. Alors, nous avons, comme vous l'avez si bien dit, suivi avec un intérêt pendant 5 heures de temps, en tout cas, cet exercice qui est pour nous est un bon départ, est un signal qui va permettre en tout cas aux Maliens de comprendre effectivement dans quelle direction nous sommes en train de se mener. Et également permettre également aux membres du CNT de pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Parce que c'est une des missions aussi du Conseil national de la transition. Alors plus tard dans les débats, oui, est-ce que ça a été à la hauteur des attentes, oui ou pas? Je pense que les débats pourront vraiment nous édifier davantage. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons des observations. Et c'est l'occasion pour nous, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, pour que nous puissions vraiment débattre de fond avec mon co-débatteur, M. Bokoum, que j'ai connu très longtemps, un gars du Sadi, qui en fait a créé une association et qui aujourd'hui, vous dites, un soutien du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui est un cousin avec qui j'ai eu à faire des débats, qui est aussi une personne que je respecte beaucoup, un acteur politique que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup suivi, et qui a aussi la force de ses idées, de sa conviction, et j'ai aussi la mienne. Je pense que dans ce débat, chacun aura l'occasion, n'est-ce pas, de s'exprimer en toute liberté, dans le respect en tout cas des règles du jeu démocratique, dire ce que nous pensions n'est-ce pas, de ce passage du Premier ministre devant le CNT. Alaï Bokoum, la même question pour vous. Quelle lecture faites-vous de cette interpellation de Choguel Kokala Maïga devant le CNT? Merci beaucoup, Mariam. Merci, Amadou Aya. Permettez-moi aussi, comme lui, de tout à fait faire un petit rajout ou une petite rectification. Je ne suis pas simplement un soutien du Premier ministre, c'est vrai, ça fait partie, mais je suis le soutien du travail qui est en train d'être fait au niveau de toutes nos autorités, en l'occurrence nos autorités au niveau de la présidence, au niveau du CNT, au niveau de la primature et au niveau du gouvernement Nemo. Alors, Nemo, un soutien de la transition. Voilà, un soutien de la transition. Maintenant, ce qui s'est passé hier, je crois que c'est la première fois, la toute première fois, qu'une interpellation, disons-le comme ça, soit autant suivie, autant attendue par le peuple malien. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est que le peuple aujourd'hui est tellement éveillé, tellement intéressé par ce qui se passe au niveau de la gouvernance, que ce peuple-là est devenu très attentif à tout.
La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent faire prévaloir ce pourquoi ils sont payés, en l'occurrence le CNT. Et depuis le premier jour de l'ouverture de cette session actuelle, le discours du président du CNT, le colonel Malik Diaw, a montré à la face du monde, en tout cas pour vous et moi qui comprenons la langue de Molière, même si ce n'est pas une fierté pour moi personnellement, un discours très harmonieux et un discours qui répète pratiquement mot par mot le discours du président de la transition, le discours auquel nous a habitué le Premier ministre, le discours de tous les membres du gouvernement qui ont décidé d'être dans le paradigme de la population, du peuple. Alors moi, j'ai tellement trouvé ce discours harmonieux que je m'attendais à ce qui est effectivement ce qui s'est passé hier. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les membres du CNT hier, comme en toute bonne assemblée, même si les gens vont dire que ce n'est pas une assemblée, parce que dans une assemblée siègent des députés, mais ces personnes qui ont été certainement nommées ou nominées ont quand même voulu remplacer le peuple et ces personnes ont très bien réussi cet exercice. Quand moi j'ai vu les députés, enfin ils ne sont pas députés, mais les honorables sortir et poser des questions de façon très concrète, de façon très explicite, je me suis réjoui de voir que des choses sont en train de changer et que chacun veut jouer son rôle. Et c'est de bonne guerre que ceux qui sont dans des prédilections ou disons des préférences disent qu'un tel a bien répondu, telle question a été bien posée, d'autres, bon, chacun y va pour le sien, quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice, comme l'a dit M. Kaya, c'était un exercice démocratique. Et honnêtement, je crois que hier, les Maliens ont été satisfaits de voir des gens au niveau de la représentation nationale, même si on peut le mettre entre guillemets aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas des élus, fait jouer ce rôle-là et c'est de bonne guerre. Fodje Tandjigora, vous participez à cette émission par téléphone, vous êtes sociologue et écrivain. Vous venez d'entendre vos co-débatteurs, notamment Alaï Bokoum qui disait tout à l'heure que c'était un exercice bien réussi. Selon vous, est-ce que les questions de fond ont été suffisamment posées, ont été suffisamment abordées lors de cette interpellation? Bien, merci Madame une fois de plus pour m'avoir associé à cette discussion. Les questions ont été tout à fait bien posées, mais je dirais peut-être que ce sont les réponses apportées par moment par le Premier ministre qui ne sont pas allées jusqu'au fond, notamment sur la question de la CEDEAO. Aujourd'hui, le peuple malien, les opérateurs économiques, les simples travailleurs qui vivent du secteur informel, tous ont besoin d'une réponse claire de l'état d'esprit, de l'état qui prévaut actuellement entre le Mali et la CEDEAO. C'est-à-dire que tout le monde est maintenant unanime que cette difficulté a atteint un niveau tel que nous voulons un dénouement des deux côtés. Mais la réponse donnée par le Premier ministre semble dire que si vous êtes avec des gens qui décident de vous exclure, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? En fait, je pense que nous aurions voulu entendre des réponses techniques, voilà, des réponses qui édifient davantage le peuple. Ça, c'est le seul point sur lequel j'ai noté que je pourrais dire que sa réponse n'a pas été aussi satisfaisante. Sinon, sur le plan de la sécurité, sur le plan des réformes, ça, on ne le savait pas non plus. Et certaines réformes qui avaient été annoncées étaient donc posées, étaient donc amorcées et avaient atteint un certain niveau, ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Ensuite, sur le plan de la sécurité, les avancées, il les a mis devant. Donc ça, c'est tout à fait des communications qui ont réussi. Par contre, l'inquiétude des Maliens aujourd'hui, ce qui a fait que beaucoup de gens ont regardé ce débat-là, c'est parce qu'il y a des réelles difficultés et que le peuple souhaite avoir une réponse quant à son avenir. Donc, les députés ont posé des bonnes questions, à mon avis. Souvent, les réponses ont été apportées, mais d'autres n'ont pas été clairement tranchées. Et par moment, il y a aussi des questions inutiles qui ont été posées sur les difficultés circonstancielles, les difficultés de sécurité. Bon, le Premier ministre ne maîtrise pas forcément toutes ces questions-là. Je veux dire, il y a eu des questions inutiles posées au Premier ministre.
mais si vous forcez quand même à répondre... Monsieur Tandjigora, la qualité du son n'est pas tellement bonne. On va couper le téléphone et vous rappeler. D'ici là, on continue avec cette émission. Le temps d'avoir Monsieur Tandjigora en ligne, Alaï Bokoum, le peu de choses qu'on a compris, c'est que les réponses aux questions ne sont pas allées au fond. Certaines réponses ont été écorchées. Que pensez-vous des questions abordées? Allah beaucoup. Non, Amadou Aya. Vous le regardez. Amadou Aya. Merci beaucoup. En fait, je note qu'il faut rectifier un certain nombre de discours que j'entends très souvent. On parle du peuple. Le peuple a suivi. On n'a aucun baromètre aujourd'hui pour dire que tout le peuple a suivi le débat. Ça, il faut. Le peuple, pour moi, nous sommes en démocratie, s'exprime que par le vote. Alors, une partie du peuple n'est pas n'est pas la population malienne. Une partie du peuple a suivi. Alors, je pense que l'exercice, à mon avis, je suis resté sur ma faim. Le PAG est articulé en 4 axes. Et les axes sont déclinés à 109 actions. Et malheureusement, quand on parle d'évaluation, c'est qu'une évaluation, un plan d'action, vous avez les activités, vous avez le temps, vous avez les acteurs. Alors, je n'ai pas vu pour dire, par exemple, est-ce que telle activité qui avait été prévue a été exécutée dans le délai, n'est-ce pas, imparti ou pas. Je prends juste un exemple, madame. L'axe, par exemple, 1, qui est l'axe sur la sécurité, mais il ne s'agit pas seulement de l'équipement et de la formation. Il s'agit aussi, dans ce axe, le désarmement, le DDR de toutes les milices, qui était prévu, mais malheureusement, nous sommes au regret de constater que les milices, aujourd'hui, ne sont pas désarmées. Je prends le cas, n'est-ce pas, l'administration. Le redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire. Il avait identifié 93 points cibles. Sur les 93 cibles, et le travail devait terminer en février 2022. Je crois que des questions ont été posées par rapport au redéploiement de l'administration, mais sur toute réponse, il a dit tout simplement que les administrateurs ne veulent pas aller et qu'aujourd'hui, ils sont en train de former les militaires qui vont en train de former les militaires pour qu'ils puissent rejoindre, n'est-ce pas, les postes laissés par ces administrateurs. À mon avis, c'est un point non exécuté. Donc, à mon avis, on a eu en lieu et place d'une véritable analyse, d'une véritable interpellation ou d'une véritable, c'est-à-dire d'évaluation de son plan. Nous avons vu un Premier ministre, comme d'habitude, n'est-ce pas, dans des discours. Dans des discours, vraiment, qui, à mon avis, à notre avis, qui n'est pas technique. Et aussi, on a vu un Premier ministre qui vient s'attaquer au mouvement démocratique, qui lui a permis lui-même, n'est-ce pas, de faire ce jeu démocratique. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un exercice démocratique. On a vu un Premier ministre qui s'est même attaqué à ses, n'est-ce pas, à ses camarades du M5 RFP en disant que lui, il a été cohérent. C'est sa cohérence qui lui a permis d'être là. J'ai bien suivi, j'ai noté cela. Donc j'ai vu un Premier ministre qui a divisé, encore qui continue de diviser les Maliens. Au lieu que cette intervention devait lui permettre, n'est-ce pas, de mettre balle à terre pour dire, écoutez, j'ai échoué. J'ai échoué sur tel ou tel domaine. C'est la seule chose qu'on peut dire, il a réussi, il est arrivé en tout cas à nous diviser davantage. Certes, il n'a pas dit j'ai échoué sur tel ou tel domaine, mais est-ce que, selon vous, certaines questions n'ont pas été à hauteur, les réponses données à certaines questions n'ont pas été à hauteur de ce où tout a été négatif? Oui, Madame, oui, non, Madame, oui, ça ne peut pas dire que tout a été négatif, oui, les questions essentielles. Sur les questions de sécurité, nous avons reçu des réponses satisfaisantes. Sur la question de la montée de l'armée en puissance. Mais sur les autres aspects, non. Sur l'aspect de la sécurité alimentaire, qui est un point essentiel aujourd'hui du peuple malien. Il a quand même dit ce qu'il a dit. Il dit, ils vont chercher, ils ont des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, chaque année, il y a des stocks. Il a quand même dit qu'il y a le stock de sécurité alimentaire. Malgré l'interpellation du député Mohamed Ousmane, qui est le président de la commission de développement rural au niveau du CNT. Il a quand même dit qu'il y a le stock. Mais ce qu'il faut rappeler,
s'il faut amener le stock à Tabango, c'est maintenant. Si le stock n'est pas à Tabango maintenant, pendant l'hivernage, le stock ne sera pas à Tabango. Si le stock n'est pas, je ne sais pas, à Andarboukan ou à Ansongo, aujourd'hui, quand il va pleuvoir, c'est impossible. Alors, je pense que prévoir, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. Ici, il n'y a pas de stock. S'il y a les stocks, il faut que les stocks soient disponibles. Par rapport à l'engrais, mais les réponses n'ont pas été à hauteur de souhait. Parce qu'il a annoncé des quantités, mais les quantités ne sont pas sur place encore. Il a juste évoqué que c'est au niveau des ports. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes sous le régime des sanctions. Des régimes de sanctions par qui? Par la faute de qui? Qu'il faut qu'on rectifie. Par la faute de eux-mêmes, les autorités, qui n'ont pas respecté les engagements pris. Alors même que le 6 mai, je rappelle 2021, lors de la rencontre de Shogel avec le président, l'ancien président Bandaou, il disait ceci, dans le point 10 de son discours, que pour eux, le délai de 18 mois est non négociable. C'est son discours ici. Mais maintenant qu'il est là, on négocie les délais. Alors je pense, c'est pour cela que je dis que les questions abordées n'ont pas été à hauteur de souhait. Sur la question de l'économie, des questions qui lui ont été posées, notamment sur l'alternative par rapport aujourd'hui au retrait de la Banque mondiale, de l'AFD, mais aussi de la BAD. Parce que nos compatriotes qui sont des entrepreneurs, qui ont passé des marchés, attendent. Certains ont travaillé. Donc, quelle alternative? Qu'est-ce que l'État aujourd'hui prévoit? Surtout, moi, je m'attendais que, je me rappelle encore, je note comme hier, que le Premier ministre, lors de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Fakri, lors de son passage, disait que, malgré les sanctions, nous avons un plan de riposte sur 20 ans. Où est le plan de riposte? J'aimerais souhaiter qu'il déballe le plan de riposte pour dire, voilà les difficultés. Ils nous ont seulement demandé de serrer la ceinture, alors qu'eux-mêmes, ils ont les ceintures qui ne sont pas serrées. Donc, à mon avis, sur des questions essentielles, sur la question de l'éducation, je n'ai pas eu également de réponses satisfaisantes. Parce que ce que nous attendons, c'est les alternatives. C'est les alternatives. Quand je note ici la plupart de tous les axes, je ne vois pas, ils parlent des trucs en cours. En cours, c'est quoi? Dans une évaluation. La question de l'organe unique de gestion des élections. Eh bien, il a quand même tout dit que le dossier est passé en Conseil des ministres. En ce qui concerne la loi électorale, c'est sous la table du CNT. Les gens ont répliqué, mais tu amènes le moment où nous on partait en congé, une loi non consensuelle, un organe non consensuel, rien n'est fait. Et je crois que c'est le discours du président de la transition du CNT lors de la session inaugurale qui a dit, malgré les sanctions, quand même, tu dois continuer à avancer sur les réformes en attendant que vous trouviez une solution avec la CEDEAO. Ils sont assis, ils attendaient de trouver une solution avec la CEDEAO pour pouvoir commencer. Et je note par ailleurs qu'il dit que c'est maintenant que la transition de 24 mois commence. C'est comme si il est Dieu sur terre, il décide et puis c'est fini. Alors, le temps de faire réagir M. Tandjigora. Fodje Tandjigora, vous êtes avec nous? Allô? Allô, oui, vous êtes avec nous, vous nous recevez? Oui, oui. Donc, vous disiez que les réponses données, certaines réponses ont été écorchées s'agissant des débats de fond. Oui, c'est-à-dire que je parlais de la question de la CEDEAO. Et si vous voyez que beaucoup de Maliens ont suivi ce débat, il y a également le contexte politique avec les pays de la sous-région. Il n'y a pas que la maturité politique du peuple malien. Et si vous faites la somme de l'intérêt que les Maliens portaient à ce débat-là, il y a essentiellement une réponse que les gens attendaient sur la question de la CEDEAO. Cette réponse, de mon point de vue, n'a pas été claire parce que le Premier ministre s'est contenté de nous dire qu'on est avec des partenaires qui ont de toute façon décidé de nous exclure et que nous n'y pouvons absolument rien du tout. Je m'attendais plutôt à ce qu'on donne un peu d'espoir, qu'on évoque l'état d'esprit des négociations et qu'on puisse entrevoir des lueurs d'espoir à ce niveau-là. Mais ça n'a pas été le cas. Or, il y a une frange importante de gens qui vivent
secteur informel qui sont frappés par ces mesures. Je suis conscient de l'effort qui est en train d'être déployé, mais il est difficile de rester dans ce statu quo, eu égard aux dégâts que cela a produit sur certaines couches, n'est-ce pas, de la société. Donc, cette réponse par rapport à la CEDEAO n'a pas été claire. Ce que le Premier ministre a mis en avant, ce sont les exploits militaires qui sont tout à fait fondés, je suis tout à fait d'accord. Mais il y avait également d'autres questions, n'est-ce pas, par rapport aux réformes électorales. Les dossiers que lui seul peut-être maîtrisait, il savait que c'était à tel ou tel niveau. Je suis étonné que les élus, les députés, ne savaient pas que les dossiers étaient à tel ou tel niveau par rapport aux réformes qui sont engagées. Donc, vous comprenez que certaines réponses données, en tout cas, de mon point de vue, laissaient en tout cas à désirer. Merci beaucoup. Vous gardez la ligne. Monsieur Alaï Bokoum, est-ce que cette interpellation aura un impact sur la suite de la transition? Certainement oui, certainement oui. Mais permettez-moi de rebondir par rapport à M. Tandjigura. Ce qu'il vient de dire, je le remercie beaucoup pour avoir attiré l'attention sur la CEDEAO. Mais je crois que les gens n'ont pas souvent la même vision. Moi, je crois plutôt que le Premier ministre a été très explicite par rapport à la CEDEAO. D'ailleurs, la CEDEAO, ce n'est qu'un secret de polichinelle, peut-être si secret il y a. Tous les Maliens aujourd'hui savent quelle est la mentalité de la CEDEAO. Qu'est-ce qui a motivé la CEDEAO? Qui pousse la CEDEAO par derrière? Et qui est-ce que la CEDEAO veut contenter au Mali? On le sait, la CEDEAO a ses branches au Mali, la CEDEAO a ses affidés au Mali, la CEDEAO a des gens qui la suivent parce qu'elle aussi, elle suit la France. Qu'on dise les choses comme elles sont. Et tous les Maliens lambda le savent. Maintenant, le Premier ministre il a dit quoi par rapport à la CEDEAO? Il dit attention, tous les textes de la CEDEAO, et j'espère que l'expert qui est Tandjigura le dira, ont été violés dans les prises de décision de la CEDEAO. Et pire, au niveau de l'IEMOA, il y a même eu un arrêt judiciaire qui a demandé de mettre un sursis par rapport à l'exécution de cette sanction, qui n'a pas été respectée par ces mêmes. Vous, non seulement vous agissez, parce que l'embargo qui est prévu dans les textes de la CEDEAO, je crois qu'il va se rendre compte, avec le protocole additionnel AS du mois de février 2012, il y a sur les combien de points, je crois 19 ou 20 ou 25, je ne me rappelle pas le nombre exact, mais il n'y a que l'embargo sur les armes qui est prévu. Il n'est pas prévu de fermer les frontières, il n'est pas prévu de faire l'embargo sur un pays. Alors que tout ça, là, ça a été fait, mais vous n'entendrez jamais tous ceux-là qui en veulent aujourd'hui aux autres d'avoir attiré l'attention sur ça. Parler de ça, moi je n'ai pas entendu Amada Aya. Non, attendez, je vais une minute. Okay, donc c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent que quand quelqu'un montre la mauvaise foi contre toi et la personne a un certain aura, un certain auditoire, et que cette CEDEAO-là, qui est une organisation régionale, qui permet même à d'autres organisations régionales qui n'ont rien à voir avec elle, en l'occurrence l'Union européenne et autres, de sévir contre le Mali, ça veut dire que c'est la mauvaise foi qui est manifeste. Et c'est quoi? C'est pour faire tomber ce régime. Bien vrai que hier, le Premier ministre qui a l'habitude de le dire dans ses discours n'est pas arrivé jusqu'à ce point, mais il a expliqué. Mais ce qui est la meilleure réponse pour que j'attire un peu l'attention de M. Tandjigura, c'est qu'il a dit les 24 mois, et ils vont continuer. Ils ont déjà mis tout ce qu'ils doivent faire. Ils ont commencé. Avant, ils ont tenu à respecter trop la CEDEAO, contre même l'avis de leur peuple, qui ne veut pas de 24 mois, mais beaucoup plus. Mais, puisque la CEDEAO est en train d'insister, et il a donné la seconde réponse, c'est que les discussions continuent. Maintenant, si l'expert s'attendait à ce qu'ils disent non, la CEDEAO a accepté ceci, ou bien que non, il va quitter la CEDEAO, non, cette réponse-là pour un homme d'État, ce n'était pas prévisible. Maintenant, je reviens au terme de M. Aya. Il dit qu'on ne parle pas du peuple. M. Aya, souffrez du français qu'on utilise. Quand on parle du peuple ici, comme Tandjigura l'a fait, on parle des Maliens. Si vous voulez enlever le mot peuple, mettez Maliens. En tout cas, c'est des Maliens qui l'ont demandé. Et le 14, je sais que c'était la majorité. Mieux encore, c'est que c'est vous qui avez mis l'adjectif qualificatif tout. Moi, je n'ai pas dit tous les Maliens. Je ne l'ai pas dit ici, c'est vous qui l'avez dit. Donc, les Maliens se sont exprimés et ils ont attendu ce qui a été confirmé par l'expert qui est avec nous. Effectivement, tout le monde attendait, chacun pour sa raison. D'autres même attendaient pour qu'on dise non, peut-être que ça va être une humiliation pour le Premier ministre par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, par rapport, madame, ils ont parlé, il a donné beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir.
tout ce que vous venez de dire sur la sécurité alimentaire, il a donné une réponse très claire. Et il a demandé même les stocks qui étaient disponibles. Non, au lieu de revenir sur ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes satisfait des réponses fournies par rapport à ces points-là? Vous savez, moi, là, même si je dis que je suis satisfait, ça ne changera en rien parce que moi, mon avis est déjà connu par rapport au fait que je soutienne les autorités. Alors, mais ça veut dire... pendant ce temps, nous assistons à une cherté de la vie, des suspensions de financement, la sanction de la CEDEAO qui est là. Quelles doivent être les priorités aujourd'hui pour ce gouvernement de transition pour sortir de cette impasse? C'est très simple, madame. C'est de suivre son peuple. Le peuple dont il veut pas, c'est de suivre les Maliens. Et les Maliens, qu'est-ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire là, ni lui, ni moi, ni Tchogel, ni Tanjougora, non. C'est les Maliens qui ont décidé d'être résilients pour payer le prix qu'il faut par rapport à leur souveraineté. Parce que tout ça là, qu'est-ce qui nous a prévalu? Qu'est-ce qui a prévalu, disons? Qu'est-ce qui a fait que tout ça, ça vient? Qu'est-ce qui a occasionné tout cela? C'est parce que nos autorités ont décidé, depuis le 25, avec le discours, ça c'est symbolique, mais bien avant, le discours du 25 septembre, de mettre le Mali sous un autre angle, sous un autre paradigme, celui de la souveraineté. Et c'est bien dit, ils l'ont bien expliqué. Nul ne va plus décider à notre place. Et si on décide comme tel, toutes les entreprises, toutes les organisations régionales, tous les pays, tous les responsables qui ne vivent que de fausseté et qui ne vivent que de néocolonialisme, qui ne vivent de l'exploitation, qui ne vivent du profit, c'est-à-dire en mettant, en bâillonnant les peuples et les pays et en suffoquant les richesses des pays, ceux-ci ne vont jamais rester tranquilles. Vous n'avez pas compris toute cette coalition-là, tout cet acharnement, ça ne les inquiète même pas. Tu ne les verras jamais critiquer le comportement de la CEDEAO qui s'est comporté comme, je ne sais pas moi, la CEDEAO, c'est-à-dire, excusez-moi, hein, pour être très gentil, c'est des présidents poltrons qui ont eu peur de Macron. Et c'est tout. Et maintenant, vous ne les entendrez jamais dire que pourquoi toute cette coalition contre le Mali. Maintenant, le premier, ça a été très clair. Les Maliens, vous êtes résilients. Continuons à être résilients jusqu'à ce qu'on trouve notre souveraineté. Guéret, comment on appelle ça là, c'est-à-dire les cornes là, quand elles poussent avec des douleurs, je ne sais pas si ça se dit en bon comment. Donc c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, le Premier ministre a répondu bien sûr à toutes ces questions. Il a parlé de comment on appelle ça, de l'organe unique, mon vieux. L'organe unique est sur la table depuis le mois de décembre au niveau du CNT. Et le Premier ministre a dit, on attend. C'est-à-dire, vous savez, ces autorités, c'est qu'elles ont de vaillants, c'est qu'elles ont de très clair aujourd'hui, c'est qu'elles réagissent immédiatement tant qu'elles savent que si elles ne réagissent pas, le fait de ne pas réagir va jouer entre elles et leur peuple qui a encore une confiance en elles. Donc ces autorités-là réagissent toujours par rapport au peuple. Et c'est que le peuple-là, c'est que les Maliens attendent ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas pour zéro, ce n'est pas pour rien que les Maliens les suivent. Hein. Et cette conscience collective-là, elle vaut mieux que vous, votre intelligence, M. Aya. Elle vaut mieux que moi, mon intelligence. Elle vaut mieux que l'intelligence du professeur ou de l'expert. C'est-à-dire la conscience populaire aujourd'hui est telle que nous devons sortir de ces choses-là. C'est pourquoi là où je suis d'accord avec Faudier, le Premier ministre n'a pas dit ce qu'attendaient beaucoup de Maliens, c'est-à-dire la sortie de la CEDEAO. Moi, je fais partie d'un groupe qui est en train de naître, qui veut qu'on sorte carrément. On a été remettre un document par rapport à ça. Qu'on sorte carrément de la CEDEAO, parce que la CEDEAO nous a montré qu'elle est nocive pour nous. La CEDEAO a sa créature, tout ce pourquoi on a créé la CEDEAO, l'expert le dira, c'est pour des raisons économiques, mais jamais les barrières douanières n'ont jamais cessé. Il n'y a jamais davantage. La CEDEAO nous a montré que de la prédation, comme la France, qu'on ait le courage de le dire et de l'accepter. Maintenant, ceux qui veulent profiter de ce que la CEDEAO fait comme action négative contre le Mali pour régler leurs problèmes politiques, c'est un autre débat. Le Premier ministre a répondu à cela aussi. Il dit non, vous qui avez des revendications politiques, attendez l'arène politique, on va en parler. Et vous venez de le reconnaître tout de suite que c'est quelqu'un qui porte ses idées, c'est quelqu'un qui... Si beaucoup me suit les autorités, parce que j'ai vu qu'ils ont pris un nouveau paradigme. Sinon, moi, jusqu'à la rectification, j'étais contre les militaires, parce que je sais qu'ils sont partis s'acoquiner avec vous. Et malheureusement, le peuple vous a rejeté. Et à cause de vous, on nous a même rejeté, même nous qui avons lutté contre vous. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de partis politiques à cause du comportement. Je ne dis pas personnellement Codem ou vous, non, mais je dis cadre. Voilà, donc il faut comprendre seulement, vous-même, à moins de 5 mois, vous avez changé chaque fois de président. Donc ça veut dire que ça ne va pas, il n'y a pas de stabilité. Et le peuple a compris cela. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne. Certes, vous avez posé une question pour dire si cette interpellation va changer les choses. C'est bien sûr qu'elle va changer les choses, parce que ça permet aux gens de comprendre. Et moi, je crois que le Premier ministre a parlé en homme d'État. En parlant de CEDEAO, non, on ne sort pas de monnaie, non, c'est pas comme ça que les choses se font. Il faut que les gens sachent lire entre les lignes. Vous avez parlé du plan sécuritaire, même mon vieux. Mais l'article 53, l'expert, vous le savez, de la Constitution dit quoi? Que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et pour cela, elle a la force armée, c'est-à-dire les forces armées du Mali à sa disposition, et l'administration
l'administration du Mali à sa disposition. Et ce gouvernement, c'est qui? Ce n'est pas seulement Thiogel. Thiogel n'était que le porte-voix hier. C'est les ministres qui lui amènent les notes, c'est les ministres qui lui expliquent les choses, c'est eux qui mettent les fonds à la disposition du ministère de la Défense, c'est eux qui déterminent la politique générale. Mais sachez qu'il y a une chose dont on ne parlera jamais stratégiquement, qu'on ne peut pas expliquer les choses de façon très détaillée, parce que la stratégie aussi, il l'a dit hier dans son interpellation, consiste à souvent réserver certaines choses. Imaginez-vous que le Mali veuille aller à une monnaie. Allah beaucoup le temps de faire réagir Fodjeta Djigora. Fodjeta Djigora, comment sortir de cette impasse, sachant que hier, par exemple, le PM a annoncé qu'avec l'aval ou le non-aval de la CEDEAO, le programme d'action gouvernementale sera mis en œuvre pour un délai de 2 ans. Oui, je suis sûr que le Premier ministre le dit en ayant foi qu'un compromis à un moment donné sera trouvé avec la CEDEAO. De toutes les façons, nous devons aller ensemble dans un élan davantage mutuel. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que les réformes annoncées par le Premier ministre, ça pose un autre problème. C'est le problème de l'unité de la classe politique. L'unité est indispensable pour l'aboutissement des réformes qui sont en cours. Or, il me semble que cette unité n'est pas tout le temps au rendez-vous parce qu'il y a une frange importante de la classe politique qui peut-être veulent sa tête ou bien n'apprécie pas du tout sa façon de faire les choses parce qu'il a toujours le leadership, n'est-ce pas, depuis le temps des Banda où d'ailleurs il se plaignait que les partis politiques se plaignaient qu'ils n'étaient pas associés. Maintenant, ils sont associés, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais dans tous les cas, dans la presse, dans les conférences, dans les rencontres, avec les autres partis politiques, eh bien, on sent soit une animosité, soit eh bien, une opinion contraire à la démarche du Premier ministre. Donc cela m'inquiète dans l'aboutissement des réformes qui sont en cours, parce que ça aboutit quand même à la réforme de l'activité politique globale. Et si les autres partis politiques ne sont pas d'accord ou vont contester les réformes plus tard, ça posera un énorme problème. Donc, moi, ce que je veux, c'est inviter quand même la classe politique à trouver quand même un consensus pendant cette période difficile. On se bat avec la CEDEAO, on se bat entre nous-mêmes et on se bat sur le plan économique et social, sur le plan sécuritaire. Donc, c'est vraiment un problème et je ne suis pas sûr que ces réformes puissent faire l'adhésion de toute la classe politique. Et ça, c'est un défi parce que c'est un défi qu'on doit absolument réussir. Maintenant, sur le délai, c'est vrai, le Premier ministre a dit que le délai court, mais le bras de fer n'est pas pour autant tombé avec la CEDEAO. Moi, j'observe le caractère concret des choses, jusqu'à quand cela va s'arrêter, quelles vont être les conséquences à plus long terme, parce que c'est vrai que nous tenons jusque-là et j'en suis fier en tant que Malien, mais le peuple, les travailleurs, les différentes corporations, tout le monde voudrait quand même une réponse claire et une sortie de crise rapide. Donc, même si ce bras de fer continuait et que les 2 ans courent, qu'est-ce qui va se passer finalement avec la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO va reconnaître que le délai court? Est-ce que cela ne va pas aboutir à une autre crise? Donc, c'est un peu flou, on ne voit pas clair dans les rapports entre le Mali et la CEDEAO dans la perspective de la sortie de crise. Moi, je ne vois pas clair. Voilà, c'est ça mon problème. Fodjeta Djigora ne voit pas clair, c'est un peu flou, le rapport entre le Mali et la CEDEAO. Amadou Aya, si la CEDEAO n'acte pas les 24 mois proposés annoncés hier par le chef du gouvernement, que faut-il craindre aujourd'hui? Merci beaucoup. En fait, vous savez, ce que nous on a compris dans ça, c'est que en fait, quand j'entends les gens parler, je reviens toujours, le peuple les Maliens, il y a des Maliens qui sont avec vous, mais ce n'est pas les Maliens. L'article est extrêmement important, il faut les noter. Vous ne pouvez pas dire c'est les Maliens. Il y a des Maliens. Ceci étant dit, nous pensons que d'ailleurs, c'était une insulte à l'endroit de la classe politique, à l'endroit même du peuple, en tout cas de certains Maliens, que le délai court à partir d'hier de 24 mois. Mais qui lui a autorisé à dire que c'est 24 mois à partir d'hier?
Les négociations sont en cours avec le partenaire. La classe politique n'est pas associée. Nous sommes fiers, moi en tout cas je suis fier au niveau du cadre, nous sommes fiers d'appartenir à la classe politique. Mais en venant à la question, si la CEDEAO n'acte pas ces 24 mois, parce que nous-mêmes nous n'allons pas accepter, au niveau du nous-mêmes nous n'accepterons pas ce dictat. Nous n'accepterons pas. Vous savez, ce qui est dangereux, ce sont ces discours creux et vides, consistant à dire que le problème c'est la CEDEAO, le problème c'est le coronavirus, le problème c'est la France, le problème c'est le monde par-ci par-là. Le problème c'est nous-mêmes. Je reviens en disant que le non-respect du délai imparti à la transition de 18 mois, que le docteur Sogé lui-même aux Nations Unies, lors de la 76e session des Nations Unies, avait dit dans son discours, allez-y lire M. Bokoum, qu'il respectait le délai imparti à la transition. Mais moi, mon Dieu, pourquoi on ne peut pas respecter les engagements? Si on ne respecte pas les engagements, c'est de venir, en tout cas, réunir la classe politique. Parce que la charte qui a défini le délai imparti à la transition, c'est des Maliens qui sont réunis, pas des Maliens qui se sont réunis pour... Et les gens l'ont accepté. Donc, à mon avis, le fait de dire que c'est 24 mois, à partir, parce que d'ailleurs même ça corrobore, à mon avis, ce n'est même pas 24 mois. Vous avez vu le décret qui a été signé par le président de la transition qui parle de la mise en place du comité national de suivi des trucs des ANR. Est-ce que vous avez vu ça? Peuple du Mali, lisez l'article 8 de ce décret qui dit que les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Qu'à la fin de leur mandat, ils doivent remettre un rapport au président de la transition. Ça veut dire quoi? Monsieur Bokoum, vous dites que vous êtes un soutien. Vous pouvez nous expliquer cela? Je le promets. Nous expliquer que le délai, c'est 5 ans, renouvelable une fois, donc 10 ans, et que c'est à la fin que le rapport doit être remis au président de la transition. C'est comme ça que c'est écrit textuellement. Si on avait dit au président de la République, je vais dire que c'était un président élu à qui on va remettre. J'aimerais aussi savoir, comprendre, parce que je l'ai dit très souvent, que le Premier ministre lui-même avait dit, lors de sa rencontre le 6 mai, la révision de la Constitution. Il a dit qu'il doit le faire dans un esprit consensuel, mais en respectant, n'est-ce pas, la disposition de l'article 118 de la Constitution. Malheureusement, mais il s'est annoncé qu'ils vont réviser la Constitution, alors que l'article 118 de la Constitution est très clair. Que ni lui, bon, parce que lui, il n'est même pas dans le jeu, ni le président de la transition actuelle, ni les membres du CNT ne sont habilités à engager, en tout cas quand on lit à engager la révision de la Constitution. C'est les organes élus qui engagent ça. Alors moi je pense qu'il faudrait encore éviter d'autres fronts, parce que ce que nous avons constaté, c'est que nous sommes en bataille avec tout le monde. En bataille avec tout le monde. C'est pour ça que je disais au début, c'est quand je disais qu'il a la force de ses convictions, mais vous savez, la force des convictions, là, même le dictateur, là, c'est sa force, il court à la dictature, c'est pour ça qu'il fait la dictature. Donc, alors, à mon avis, évitons encore de casser les Maliens. Allons-y à l'essentiel, réunissons la classe politique, l'ensemble des acteurs, parce que la crise, elle est profonde, pour que nous puissions sortir de cette situation. Ne pas dire que c'est la CEDEAO, ne pas dire que c'est l'UMOA, mais pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas respecté nos engagements. Ok, il nous reste moins de 10 minutes pour clore cette émission, le temps de faire un dernier tour de table. Nous allons commencer par Alaï Bokoum. La situation est là aujourd'hui. Que faut-il revoir dans le programme d'action gouvernementale pour que le programme soit vraiment réalisable dans un délai bien imparti? Madame, permettez-moi, parce que la beauté d'un débat, c'est quand il est contradictoire. Il est assis en face de moi, il dit des choses, pour que je n'oublie pas. Commençons d'abord par ce qu'il a demandé que je fasse. Pourquoi il y a 5 ans par rapport au comité. Ça veut dire que lui, il n'est pas en contact avec sa base. Parce que quand il parle de non-inclusivité, les ANR ont mobilisé. Moi, j'ai participé à tous les niveaux. Moi, je suis certain que les ANR n'ont pas mobilisé moins de 90 000 Maliens, à tous les niveaux, y compris vous, vos dirigeants de parti au niveau local. Et c'est qu'est-ce que les ANR ont demandé? 516 résolutions qui seront, peut-être, d'autres ne seront réalisables que dans 50 ans même. Pas 5 ans, dans 50 ans.
Donc si on prend un comité de suivi des ANR, ne liez pas les ANR à la durée de vie de Assimi même qui est mortel. Mais les ANR, là, les 516 résolutions ne sont pas mortelles parce que c'est sur du papier. Ce n'est que ça. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit, ils disent qu'ils ne suivent pas le diktat du Premier ministre, qu'ils ignorent d'ailleurs, ils disent qu'ils n'aiment pas dans le jeu. Ça veut dire que dans leur tête, dans leur mental, l'institution gouvernement n'existe même pas. Parce qu'ils ne sont pas là comme gouvernants en tant que... En venant à la question, comment faire pour que ce programme-là soit réalisable? Le dictat de la CEDEAO ne les aime pas. Mais le fait que la CEDEAO s'aligne sur des faux pour faire le travail, ça ne les aime pas. Moi, je voudrais que le peuple comprenne ça. Et maintenant, parlons des politiques, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une question là. Il y a rapidement, il y a 240 partis politiques au Mali. Imaginez-vous que c'est moins d'une trentaine qui est dans ce cadre-là. Moins d'une trentaine. Et tous les partis, tous les 240 réunis font 30% de la population du Mali. Mobilisent. Les 70% là, c'est ça le peuple du 14 que tu ne veux pas entendre. C'est ça les Maliens. Maintenant, sachez simplement que votre comportement de division a fait de façon que la division continue et vous voulez donner cette... Les auditeurs ou des auditeurs, comme vous venez de le dire, veulent savoir également comment faire pour que ce programme d'action gouvernementale soit réalisable. C'est qu'on soit résilient toujours. Moi, je dis, je félicite le peuple doit continuer à être résilient. Le paradigme populaire du peuple là, doit être poursuivi par les autorités. La confiance que ces nouvelles autorités ont donnée entre les gouvernants et les gouvernés doit continuer. Ce n'est plus avec les AYA qui nous disent X aujourd'hui pour dire Y demain, pour faire ceci, Z. Il faut qu'ils soient là. Mais d'ailleurs, les ANR, ils ont tous participé. Il n'y a pas un seul parti. Et le Premier ministre a eu raison de le dire. C'est documenté, ils ont signé. Tous vos responsables locaux. Merci beaucoup, docteur Alaï Bokoum. La même question pour Amadou Aya. Que faut-il faire aujourd'hui pour que le programme d'action gouvernementale du Premier ministre soit vraiment réalisable? Pas de jeu de ping-pong cette fois-ci. Non, mais je crois que je laisserai aux auditeurs de faire la part des choses, de ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Juste pour dire que le changement des présidents au niveau du cadre est un règlement intérieur d'une présence tournante de 1 mois. Ok, c'est un règlement intérieur. Maintenant, pour que le programme soit réalisable, je pense qu'il faut revoir, n'est-ce pas, les activités, les batteries d'activités. L'État, c'est une continuité. L'État est une continuité. Ils doivent, en tout cas, faire ce qui est possible pendant le temps que Dieu les a confiés, les destinées de ce pays, et permettre aux autres qui vont venir de continuer. Quoi qu'on fasse, c'est que le pays, comme il a dit très souvent, que l'armée est au service des politiques. Et c'est les politiques qui viendront, en tout cas, mettre en œuvre les différentes réformes. Donc, je pense qu'il faut revoir les batteries de réformes qui sont engagées, qui ne sont pas réalisables dans le délai de cette transition. Aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel et faire aussi en sorte que nous puissions se réconcilier entre nous-mêmes, mais aussi avec la communauté internationale. Je ne pense pas que dire qu'on veut aller sortir du franc... Vous savez, je ne sais pas votre âge. J'ai dit que tous les jeunes qui ont 45 ans n'ont pas connu la dictature. Merci beaucoup, Amadou Aya. Le temps de faire réagir le sociologue Fodje Tandjigora. Aujourd'hui, que faut-il faire pour sauver cette transition-là? Bon, il faut certainement beaucoup de choses, mais moi, je vais juste insister sur les réformes majeures qu'il faudrait faire. On ne peut pas tout faire. Vous savez, il n'y a aucun plan de gouvernement qui a abouti à 100%. Donc, la réforme qu'il faut faire tout de suite, c'est la réforme de la question de la loi électorale. Si cela est fait et que la situation sécuritaire est considérablement améliorée pendant la période de la transition, ça suffit largement pour faire des élections. Mais les autres, qui constituent quand même des ambitions plus ou moins démesurées, on ne peut pas les faire aboutir tout de suite. Donc, pour moi, à court terme, c'est la réforme sur la loi électorale et la question sécuritaire, et ça suffit. Merci beaucoup et c'est sur ces mots de Fodje Tandjigora que prend fin cette émission du Grand Dialogue. Ils étaient là avec nous, Alaï Bokoum, président de la Convention pour le Mali CPM, un soutien de la transition, Amadou Aya, du cadre d'échange de partis et regroupements politiques pour une transition réussie, Fodje Tandjigora au téléphone, sociologue et écrivain. À la régie son et vidéo, il y avait Salim Diouara et Nouhoum Djire. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.